Le Conseil des ministres apporte son soutien aux familles endeuillées par les pluies diluviennes à hauteur de 23 millions de francs CFA. Parmi les mesures urgentes, la démolition sans délai des sites à haut risque. Renforcement de la cohésion sociale. La BAD appuie les efforts du gouvernement ivoirien. La Banque africaine de développement octroie plus de 22 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et puis, génocide rwandais des jeunes Français en quête d'informations sur le rôle de la France. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Il y a eu Conseil des ministres hier au palais présidentiel. Le gouvernement a pris des mesures urgentes de soutien aux familles endeuillées par les pluies diluviennes, des mesures vigoureuses pour éviter de nouveaux drames liés aux pluies qui s'abattent sur la ville d'Abidjan depuis le début du mois de juin. Déjà 23 morts enregistrés. Le Conseil des ministres a décidé donc de démolir sans délai tous les bâtiments construits sur les sites inappropriés. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Face aux grands problèmes, des grandes mesures en vue de leur résolution. C'est justement ce qu'envisage le gouvernement à la suite des pluies diluviennes dans le district d'Abidjan avec pour conséquence morts d'hommes et dégâts matériels. Une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi concerne la démolition sans délai de toutes les constructions faites sur les ouvrages d'assainissement. Cela pour faire face aux éboulements de terrain et aux inondations. Il est aussi question de trouver et aménager 850 hectares de terrain pour recaser les habitants des quartiers précaires à risque. Tout cela après que le gouvernement a décidé de soutenir à hauteur de 23 millions de francs CFA les familles des personnes décédées suite à ces pluies diluviennes à Abidjan. En termes de bilan de ces dernières pluies, nous dénombrons de nombreux dégâts matériels et humains depuis le 5 juin 2014 suite aux grandes pluies diluviennes dans le district d'Abidjan. Et le nombre total des victimes en ce début de saison atteint 23 personnes décédées. C'est le lieu pour le gouvernement de réitérer nos sincères condoléances aux familles des 23 personnes décédées, de réexprimer notre compassion aux blessés et aux personnes victimes de ces pluies diluviennes et de déplorer les nombreux dégâts matériels et humains. Au plan social et en liaison avec le ministre de la Solidarité, il a été décidé d'affecter une somme de 1 million de francs CFA par victime et d'octroyer des vivres et des non-vivres aux populations sinistrées. Face à cette situation, aujourd'hui, des mesures urgentes sont à prendre, c'est-à-dire mettre à disposition des équipes du ministère en charge de l'assainissement et celles du plan Orsec des moyens matériels et financiers pour procéder à la démolition de tous les bâtiments qui sont construits sur les sites à très haut risque. Il a été également souligné l'implication très forte des maires pour la sécurisation et le reboisement des sites qui vont être détruits. Aussi, faut-il préciser que toutes ces mesures visent à éviter toute catastrophe due à l'action humaine. Par ailleurs, à l'entame du Conseil, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit aussi affecté par les résultats du match Côte d'Ivoire-Grèce dans le cadre du mondial. Par conséquent, le chef de l'État a souhaité du courage à tous ses compatriotes, y compris les membres de l'équipe nationale de football et les supporters. Le président Alassane Ouattara qui a reçu hier l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, le diplomate allemand, après 3 années passées en Côte d'Ivoire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il est venu faire ses adieux au chef de l'État, Jérôme Kofi Aboulin, une fois encore sollicité. En fin de mission, l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire a été reçu ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate allemand venu faire ses adieux a dit être heureux d'avoir travaillé sans difficulté auprès des autorités ivoiriennes. Son Excellence, le président de la République, M. Alassane Ouattara, m'a reçu à la fin de ma mission en Côte d'Ivoire. Je vais quitter dans quelques jours pour l'Allemagne pour aller en retraite. Il m'a expliqué le développement de la Côte d'Ivoire dans les dernières années. Il a souligné le besoin que le dialogue politique
avec l'opposition extra-parlementaire continue pour avoir une vie politique au profit de toute la nation. J'ai proposé deux réflexions. Une réflexion qu'il faudrait s'occuper plus sur les problèmes qui résultent de la croissance de la population. Et la deuxième réflexion que j'ai expliquée à Monsieur le Président de la République était que peut-être on pourrait apprendre du modèle allemand comment on peut conduire un dialogue politique sur le niveau de la base, pas un dialogue seulement de la politique entre le gouvernement et l'opposition, mais dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier, pour avoir des séminaires, pour faire des échanges sur les questions politiques importantes. Karl le Prince va donc quitter la Côte d'Ivoire après y avoir passé environ 3 années. Cap sur la primature où l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire a eu une séance de travail avec le Premier ministre à l'ordre du jour de cette rencontre de plus d'une trentaine de minutes. Une concertation autour des difficultés que connaissent les 31 régions et les 2 districts qui composent la RDCI. Alexis Ouedraogo. Un cadre de concertation pour trouver des solutions aux problèmes des régions en Côte d'Ivoire, problèmes de disproportion dans la répartition des budgets alloués, inefficacité du transfert des compétences de l'État aux structures décentralisées et aussi manque de moyens pour assurer de simples opérations comme la rémunération des agents. Autant de mots décriés. La décentralisation a pour but de faire le développement ras le sol. Et nous constituons le point, le bras sécurier de l'État dans nos régions. Donc nous sommes venus exposer les différents problèmes que les populations nous soumettent chaque jour. Au terme de la rencontre, pour acquis, 6 commissions ont été mises en place. Elles devront soumettre au gouvernement dans un délai maximum de 2 mois les préoccupations de l'Assemblée. Les problèmes sont multiples, mais le gouvernement est disposé à nous accompagner, à aider les régions à relever le niveau des infrastructures dans tout le pays pour un développement équilibré et juste, une saine répartition des ressources de l'État dans toute la Côte d'Ivoire pour que chacun se sente concerné, chacun soit à l'aise dans son village, pour qu'il y ait l'électricité, de l'eau courante, il ait un peu d'argent pour vivre dans son village, pour que tout le monde ne vienne pas s'agglutiner à Abidjan. Le chef du gouvernement a salué cette initiative et souhaité un suivi régulier de ces actions en vue du bien-être des populations. Destination le Gabon où Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, y était dans le cadre des travaux de la 2e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-gabonaise. Une rencontre qui a permis de signer 26 accords de coopération entre Abidjan et Libreville. Charles Kofi Dibi a également été reçu en audience par le chef de l'État gabonais, Oumar Bongo Ondimba. On fait le point avec Abou Sanogo. La coopération ivoiro-gabonaise se renforce. Les 2 pays ont signé par le truchement de leur ministère des Affaires étrangères 26 accords de coopération. Il s'agit notamment du recrutement des enseignants ivoiriens en qualité de coopérants en République gabonaise. Ces accords sont le fruit de la participation de Charles Kofi Dibi à la 2e session de la grande commission mixte de coopération créée en 1974 par la volonté des 2 chefs d'État d'alors, Feu Félix Houphouët-Boigny et Omar Bongo. Pendant son séjour en terre gabonaise, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a été reçu par Ali Ondimba Bongo, président de la République du Gabon. Il était porteur d'un message du président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, qui m'a chargé de présenter ses remerciements à son frère, le président Ali Bongo, qui a bien voulu accepter de lui rendre visite pour s'enquérir de son état de santé. Je suis également ici pour prendre les instructions du président de la République et surtout recueillir ses orientations. Parce qu'il
il a été question que mon homologue et moi, nous puissions mettre en place et réactiver la grande session de la commission mixte. Charles Kofi Dibi s'est entretenu avec la communauté ivoirienne vivant au Gabon. Avec elle, les questions de paix, de sécurité, de réconciliation et de la relance économique ont été évoquées. En 2016, va se tenir à Abidjan la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-gabonaise. Et cette rumeur à Abidjan, vous avez eu certainement l'information hier, soit dans les gares routières, dans les rues, ou soit dans les journaux ou sur votre portable. Les frais administratifs du permis de conduire seraient passés de 26 500 francs CFA à 700 000 francs CFA. C'est une rumeur. Le ministre des Transports est monté au créneau pour donner l'information vraie, pour dire toute la vérité sur le permis de conduire. Reportage, Francis Boifo. Quand on passe à permis à 700 000 francs, vraiment, c'est pas bien. La rumeur circule depuis ce mercredi matin dans les gares routières, les rues d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Même les journaux parlent de l'augmentation des frais administratifs du permis de conduire. Le permis A pour les motos, qui était jusqu'à maintenant à 30 532, y compris la visite médicale, passe maintenant à 13 500 francs. Et le permis maintenant pour les véhicules de touristes qui était également à 30 532, y compris la visite médicale, passe à 23 500 francs. Et le permis pour la catégorie C, transport de marchandises, passe de 30 532 à 28 500 francs. De même que le permis D, transport des voyageurs. Donc c'est dire que, contrairement à toutes les informations que vous avez eues, les tarifs ont baissé. Il y a le tarif de l'auto-école qui est différent des prélèvements qui sont faits aujourd'hui dans l'ensemble des structures. L'État veillera à regarder les frais pour que, effectivement, au niveau des auto-écoles, on ne constate pas une augmentation. Le ministre des Transports a également fait la lumière sur le renouvellement des permis de conduire et le retrait de ceux en suspens. Si vous êtes admis avant la réforme au permis D, lorsque vous venez, on vous donne le permis qui vous donne toute catégorie, c'est-à-dire A, B, C, D. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Tous ceux qui ont un permis viennent tout simplement pour le renouvellement, parce qu'aucune loi n'est rétroactive. Concernant les auto-écoles, le ministre des Transports a indiqué qu'un programme sera mis en place pour assurer la formation des moniteurs. Objectif, éviter les accidents de la circulation. 94% de ces accidents seraient dus à la mauvaise conduite. La communauté internationale a célébré hier la journée des gens de mer, une journée qui a pour objectif de magnifier le courage des marins du monde qui affrontent au quotidien les dangers de la mer pour assurer la bonne marche du commerce entre les pays. En Côte d'Ivoire, c'est l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer qui a marqué une halte pour célébrer l'événement. Reportage Serge Gongomé et Franck Quadio. Instituée le 25 juin 2010 à Manille, aux Philippines, la Journée internationale des gens de mer a pour objectif de rendre un hommage aux marins du monde. Ces braves serviteurs, appelés communément gens de mer, traversent chaque jour la plus vaste des eaux, la mer, en bravant ses dangers dont les intempéries et la piraterie. Ce courage est rappelé au cours de la célébration de cette journée à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Nous saisissons cette occasion-là pour attirer l'attention de l'autorité sur les préoccupations des gens de mer. Et puis en même temps aussi faire connaître les gens de mer par la population. Il nous semble que nous sommes quelque peu ignorés alors que plus de 90% du commerce international passe par la mer et que notre vie dépend, je dirais à 100% de la mer. Le parrain de la cérémonie, Jean-Marc Yassé, le représentant du ministre des Transports, Gaoussou Touré, président de la cérémonie, et Karim Koulibaly, directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ont saisi l'occasion pour exhorter les élèves officiers au travail. Ils les ont également rassurés des efforts en cours pour leur stage et leur insertion socio-professionnelle.
À ce propos, l'État est sollicité. Nous demandons l'appui du gouvernement pour pouvoir faire participer à ces jeunes-là des stages sur des armateurs, puisque nous n'avons plus de bateaux, le temps que nous remettons nos bateaux en place. Ils sont estimés à plus d'1 500 000 les marins qui passent 2 tiers de leur vie en mer, loin de leur famille. En économie, l'Union européenne décaisse 179 milliards pour la Côte d'Ivoire, secteur concerné par cette enveloppe, entre autres l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie. La convention entre l'État de Côte d'Ivoire et l'UE a été signée à l'occasion de la 39e session du Conseil des ministres de l'Union européenne et des pays ACP. Regardez. 272 millions d'euros, soit environ 179 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe allouée à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération pour le financement du développement. La Côte d'Ivoire, à l'instar de 15 autres pays, a procédé à la signature de son programme indicatif national sous le 11e FED, le Fonds européen de développement. C'était lors de la 99e session du Conseil des ministres ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et la 39e session du Conseil des ministres UE-ACP, qui se sont tenues conjointement du 16 au 20 juin à Nairobi, au Kenya. Et c'est la ministre Nialé Kaba, chargée de l'économie et des finances, qui conduisait la délégation ivoirienne. Ces ressources sont destinées à 3 secteurs principaux que sont la gouvernance et la consolidation de la paix, l'agriculture et l'énergie sur la période 2014-2020. La mobilisation de ce fonds est cependant soumise à conditions. La ratification par la Côte d'Ivoire de l'accord de Cotonou révisé qui redéfinit le cadre de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP, également le règlement des arriérés de cotisation évalué à 148 millions de francs CFA. Commentaire signé Sylvie Touré. L'UE déterminée à soutenir la Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement est aussi décidée à accompagner le gouvernement ivoirien. C'est justement dans ce cadre que la BAD a paraphé avec le gouvernement des protocoles de dons relatifs au programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale. Il s'agit d'un décaissement de 22 milliards de francs CFA qui vise surtout à soutenir les actions concrètes du gouvernement ivoirien en faveur de la reconstruction post-crise, nous dit Jean-Jacques Kwame-Ala. En paraphant ce protocole d'accord entre la Banque africaine de développement BAD et l'État de Côte d'Ivoire, représenté par la ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, ce sont 22,16 milliards de francs CFA que l'institution financière donne à la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale. L'objectif de cette enveloppe financière, soutenir les réformes et les actions du gouvernement en matière de création d'emplois pour l'insertion des ex-combattants. À cela, il faut ajouter les actions en faveur de la paix. La paix est le préalable à tout développement. C'est pourquoi nous percevons l'acte qui est posé ce jour comme un apport significatif et précieux de la Banque africaine de développement au financement d'activités qui vont impacter la stabilité et le développement durable de notre pays. Nous suivons avec intérêt les efforts de votre pays pour accélérer le décaissement des ressources. Vous pouvez compter sur la disponibilité de la banque à vous apporter tout son appui en vue de la bonne exécution de ce programme. Ce fonds va également permettre de renforcer les capacités des structures nationales, 3 au total. Il s'agit de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le Programme national de cohésion sociale et l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. À travers ce geste, la BAD, dont le retour à Abidjan, son siège, est annoncé avant la fin de l'année 2014, a été saluée par la ministre Kaba Nialé. Elle a invité l'institution à continuer de soutenir la relance économique de la Côte d'Ivoire. L'atelier régional sur les mines d'Afrique a refermé ses portes mercredi soir à Abidjan. Ce forum qui a réuni les ministres des mines d'Afrique de l'Ouest et plus de 200 participants nationaux, régionaux et internationaux issus de la communauté minière a fait des recommandations. Objectif, faciliter la croissance et la durabilité de l'industrie minière en Afrique de l'Ouest, nous dit Alexis Ouedraogo. Intéresser les petites et moyennes entreprises locales au secteur des mines en vue d'impacter directement l'économie des pays africains. Voilà l'une des conclusions de l'atelier régional sur les mines d'Afrique qui a refermé ses portes mercredi soir à Abidjan.
Selon le ministre Jean-Claude Brou, la rencontre a permis de travailler à l'érection de meilleures pratiques pour une industrie minière durable en Afrique de l'Ouest. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des pays veulent non seulement développer le secteur minier, permettre à ce secteur de contribuer davantage au développement économique et social, mais surtout, les pays sont soucieux de faire en sorte que le secteur minier se développe de manière harmonieuse, contribue à l'ensemble de l'économie, développe d'autres secteurs, entraîne d'autres secteurs et que ça se fasse dans le respect de l'environnement et que ça se fasse aussi en tenant compte des besoins des communautés locales et riveraines. La promotion d'un secteur minier durable en Côte d'Ivoire était aussi à l'ordre des échanges. Les discussions ont porté sur la sensibilisation du potentiel minier du pays. Des échanges de connaissances sur les dispositions réglementaires et fiscales ont eu lieu. La contribution du secteur minier au développement communautaire et à la croissance interne aussi. Il faut qu'il y ait des entreprises ivoiriennes, des PME qui participent à ces activités. Donc nous avons évoqué les questions de soutien aux approvisionnements des entreprises minières, développement des chaînes de production pour que les entreprises locales, les entreprises nationales et les petites et moyennes entreprises puissent travailler avec les chaînes des entreprises minières et donc ça va contribuer au développement économique également. Partenaire de cette conférence régionale, la Banque mondiale, l'institution a entamé de nombreux travaux avec les pays africains en vue de les aider à parvenir à un développement durable au moyen du secteur minier. Le chapitre politique avec cette première sortie du mouvement national de soutien à la candidature unique au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et depuis sa sortie, le Monasco arrache des adhésions à travers le pays. Cissé Sendou, le porte-parole de ce mouvement, a fait un premier bilan jugé positif avec 30 sections déjà installées à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Gabriel Zani. 100 jours après le lancement officiel de ses activités, le mouvement national de soutien à la candidature unique au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Monasco RHDP, fait le bilan. 30 sections installées et plus de 68 demandes d'installation en attente, signe que l'idée de la candidature unique de Alassane Ouattara commence à prendre ses racines dans l'esprit des Ivoiriens. Je voudrais vous réitérer notre engagement ferme à nous battre dans le peuple, avec le peuple, pour arracher le oui de la candidature unique du président, de son Excellence, le président Alassane Ouattara, au sein du RHDP et au-delà. Bilan positif selon Cissé Sendou, porte-parole du mouvement. Ratisser l'âge pour Alassane Ouattara dans la perspective de l'élection de 2015 est désormais la priorité du mouvement. C'est pourquoi certains cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, n'hésitent plus à prôner la candidature unique d'Alassane Ouattara, même si le PDCI, parti membre de l'Alliance des oufouettistes, n'a pas encore donné sa position officiellement. Le président Oufou l'a dit, la politique c'est l'appréciation, la saine appréciation des réalités du moment, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais dans le cas présent, nous sommes dans des réalités qui sont bonnes. C'est encourageant pour les initiateurs du mouvement de savoir que d'autres mouvements comme le G25, Force 2015, Gracuado travaillent pour le même objectif, la réélection d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Après 12 mois passés au Mali dans le cadre de la mission internationale des Nations Unies de soutien au Mali, MINUSMA, 58 éléments du premier contingent des forces républicaines de Côte d'Ivoire sont arrivés à Abidjan en provenance de Gao au Mali. Ces officiers, sous-officiers et militaires du rang ont cédé la place à la deuxième vague du deuxième contingent qui s'est envolé mardi dernier pour un mandat d'1 an au Mali. Abou Sanogo. Ce sont au total 9 officiers, 32 sous-officiers et 17 militaires du rang des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont foulé le tarmac de la base aérienne d'Abidjan. Ces soldats ont fait honneur à la Côte d'Ivoire en exécutant avec rigueur et efficacité les tâches qui leur ont été assignées, en témoigne la cérémonie de décoration organisée en leur honneur le jeudi 19 juin à Gao, où ils ont reçu la médaille commémorative des Nations Unies. À leur descente, ils ont été accueillis par le chef d'escadron Kouadio Deni, chef du bureau opérations extérieures de l'état-major général. Ainsi, après les enregistrements d'usage, les soldats de la deuxième vague du premier contingent ont embarqué, direction l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, au plateau. La deuxième vague du deuxième contingent, quant à elle, s'est envolée le mardi 24 juin. Cette relève effectuera un mandat d'1 an au Mali.
Et les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui sont formées sur les standards internationaux d'éthique et de déontologie militaire. Cette formation assurée par l'ONUCI porte sur le respect du droit, sur le renforcement des relations entre les civils et les militaires à travers des activités sportives, éducatives, civiques, sanitaires et sociales. Reportage Kwadjo Kwame. L'appui aux activités de formation d'RFRC sur les standards internationaux et d'éthique et de déontologie militaire vise à promouvoir une armée efficace et responsable au service de l'État et des populations civiles dans le respect du droit. Et cela à travers l'amélioration de la déontologie militaire. Le renforcement de la formation militaire et la protection des civils étant au cœur de la dynamique de paix. On déclinera ça suivant la sécurité humaine, suivant les droits de l'homme, le droit international humanitaire, les relations entre les civils et les militaires, l'intégration du genre dans les forces armées, l'état de droit. Une collecte de sang réunissant militaires et civils a mis en relief les objectifs de paix, de sécurité, de stabilité et de développement. Il y a un cross et une opération de don de sang pour se rapprocher davantage de la population. Parce que dans la déontologie, les violences dans les gens sont d'actualité et nous avons saisi la balle au vent pour dissier ces genres de messages à nos éléments. Un cross populaire a mis fin à ces activités. À l'issue de cette course, Ngolo Koulibaly de la douane, Kwame Konan de la 3e région militaire, Niabali Djeneba de la 3e région militaire et Sokho Aboubakar du Basse se sont bien illustrés sur 4 km et 8 km. Leurs efforts ont été récompensés par les autorités civiles et militaires de Bouaké. Et en bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger d'une année le mandat de l'ONUCI et envisagé de continuer la réduction de ses effectifs. Le Conseil a donc adopté une résolution qui prolonge le mandat de l'ONUCI jusqu'au 30 juin 2015 et fait passer son effectif militaire de 7 137 à 5 437 soldats. Aujourd'hui, journée internationale contre la torture, jour créé par l'Assemblée générale des Nations Unies pour manifester une solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou l'esprit a été atteint par la torture. En Côte d'Ivoire, l'événement est célébré par le MIDH, le mouvement ivoirien des droits humains autour du thème « La lutte contre la torture comme moyen de consolidation de l'état de droit ». Franck Kwadjo et Hamza Djabi. En Côte d'Ivoire, pendant la seule période post-électorale, l'on a enregistré 296 cas de torture ayant entraîné la mort, 1354 cas de torture et 1135 cas de traitement cruel, inhumain et dégradant. Et pourtant, la torture est prohibée dans notre pays sans qu'aucune disposition du code pénal en vigueur ne définisse explicitement la torture ni ne la criminalise. Ce 26 juin, journée internationale contre la torture, Amnesty International et le mouvement ivoirien des droits humains montent au créneau. Cette journée est une opportunité d'attirer l'attention de tous les gouvernements du monde entier pour mettre fin à cette pratique barbare et demander des réparations pour ceux qui sont victimes de cette pratique. Il est possible d'éradiquer cette pratique si chacun d'entre nous, du simple citoyen au chef de l'État, s'interpose entre les tortionnaires et les victimes. Il s'agit donc d'apporter notre soutien aux victimes, leur dire qu'elles ne sont pas seules dans la douleur qu'elles ont endurée et ensuite les organiser afin que ces victimes-là puissent quand même avoir le droit à réparation. La Côte d'Ivoire fait un pas dans cette lutte contre la torture. Elle s'engage à être aux côtés des victimes. C'est l'occasion de réitérer l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire, État parti à la dite convention, à redoubler d'efforts pour venir en aide à tous ceux qui ont subi des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette démarche pourrait être un soulagement pour toutes les victimes qui, jusqu'à ce jour, se trouvent sans recours. Elles ne peuvent rien entreprendre, ni au plan national, ni au plan international. Hors de nos frontières, le génocide rwandais continue de hanter les esprits. Des jeunes Français sont en quête d'informations sur le rôle de la France. Rappelons qu'entre avril et juillet 1994, quelques 800 000 hommes, femmes et enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés au Rwanda. Des images pour en témoigner. Moment d'émotion au mémorial de Kigali pour une vingtaine de jeunes Européens.
Parmi eux, une majorité de Français issus de mouvements politiques de gauche et d'associations. Ils viennent commémorer à leur façon le 20e anniversaire du génocide contre les Tutsis, qui a fait près d'1 million de morts. C'est le mouvement antiraciste européen qui est à l'origine de cette visite. Cette initiative-là, qui est portée par ces jeunes dirigeants politiques, dirigeants syndicaux, dirigeants associatifs de France, c'est en effet extrêmement important parce qu'elle vient montrer très clairement que le combat n'est pas entre les Français et les Rwandais, le combat est entre ceux qui se battent pour faire éclater la vérité, pour que ceux qui sont responsables rendent des comptes, et ceux justement qui ne veulent pas que la vérité éclate et qui veulent fuir leurs responsabilités ad vitam aeternam. Des jeunes au discours engagé. Ils demandent la déclassification des dossiers et toute la vérité sur le rôle de la France au Rwanda en 1994. Et ils accusent la France d'avoir soutenu le gouvernement génocidaire. C'est cette complicité que nous on est venu dénoncer, ou en tout cas qu'on essaye aujourd'hui de mettre à jour dans la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis par un soutien au régime à l'époque au pouvoir. Des paroles qui vont dans le sens du gouvernement rwandais. Pendant les commémorations, le président Kagame était même allé plus loin, accusant la France d'être auteur direct des massacres. Paris avait alors annulé sa venue aux cérémonies. Le Rwanda ou ses dirigeants ne pourront pas changer l'histoire. Les choses sont ainsi. L'essentiel est que le Rwanda et la France puissent conserver leurs relations en tant qu'État, malgré ce différend. Les relations entre Paris et Kigali s'étaient un peu réchauffées en 2010. Le président Sarkozy avait alors reconnu quelques erreurs d'appréciation pendant le génocide. Mais jusqu'à aujourd'hui, la France rejette toutes les accusations l'impliquant directement dans cette tragédie. Mondial 2014 pour terminer, sachez que l'Algérie et le Ghana jouent aujourd'hui dans des matchs explosifs. Ils affrontent respectivement la Russie et le Portugal. Les États-Unis d'Amérique seront face à l'Allemagne. La Corée du Sud sera opposée à la Belgique. À suivre toutes ces rencontres sur nos antennes. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.